Un bon jeudi à tous. Aujourd'hui, le 13 mai de l'an 2021. Nous sommes toujours dans la poursuite de cette série Histoire du progressisme et nous voici arrivés à la séance 14. Donc après aujourd'hui, il devrait rester 2 séances, la 15 et la 16. À la limite, une 17e si j'arrive pas à tout dire dans les 3 prochaines séances. Mais bref, c'est quand même mon objectif. Donc, une bienvenue à tous. Encore une fois, un gros merci pour ceux qui prennent le temps de nous écouter. Dans ce cas-ci, vous êtes forcément différés puisque c'est l'une des 2 versions du même cours qui est préenregistrée, celle-là, alors que l'autre que je vais donner jeudi soir va être en direct sur Facebook. Évidemment, il y en a 2 tout le temps, mais c'est le même contenu. Donc, si vous vous souvenez bien, à la séance 13, pour faire une courte rétrospective, on avait vu qu'au tout début du 20e siècle, il y avait une forme d'euphorie. J'ai parlé de l'Expo universelle de Paris, où on voit toutes ces inventions qui sont là, tous les progrès techniques, scientifiques qui montrent les fruits lors d'une grande exposition publique. Il y a des millions de personnes à Paris à l'époque. C'est l'invention du métro souterrain. Donc, c'est plein de choses qui sont ahurissantes, surprenantes et qui donnent envie au progrès. Si on avait été là, on aurait été nous-mêmes dans la même euphorie que tous ces gens-là parce qu'effectivement, il y avait quelque chose de magnifique qui se passait là. Et puis tout à coup, par la suite, le siècle, les décennies qui vont suivre, et notamment en Europe, parce que l'Europe est l'épicentre de tous ces progrès-là, surtout les Américains aussi, mais en Europe, c'est là beaucoup que ça a commencé le progrès. L'Europe s'enflamme par la suite. À partir de 1914 et jusqu'en 1945, là, écoutez, ça va pas bien en Europe. 2 grandes guerres qui font plus de morts que jamais. Ce que ça vient faire, ça vient jeter le discrédit sur un avenir meilleur. C'est ce que ça fait. On est supposé d'être dans le meilleur des siècles et on se retrouve dans le pire des siècles. Et c'est pas que les progrès techniques et scientifiques n'ont pas amené rien de nouveau et d'intéressant. Au contraire, le confort, tous les progrès ont amené des conforts qui sont retentissants aussi. Sauf que il y a une pierre dans l'engrenage qui fait qu'on n'arrive pas à se donner une qualité de vie meilleure au sens des relations humaines, puisque les guerres, les génocides et tous les progrès qui peuvent être utilisés en armes de guerre le sont. Donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et c'est un peu aujourd'hui ce qu'on va tenter de visiter comme émotion et sentiment, c'est comment se sentent les gens en 1945. Quand je parle des gens, là, je parle de ceux qui dirigent politiquement le monde occidental surtout, et qui, au lendemain de la guerre, se rendent compte qu'une partie de l'Europe est démolie. Et puis que le peuple le plus brillant de la planète à l'époque, et que sont les Allemands, sont responsables d'un génocide par l'Holocauste contre les Juifs. On découvre les camps de concentration. Certains croyaient pas que ces camps-là existaient, mais ils existaient. On découvre les charniers, puis on découvre des millions et des millions de cadavres entassés partout. 6-7 millions de Juifs, certes, mais aussi 50 millions de morts directs et indirects de cette guerre. Donc, quand vient de faire le temps, quand le temps est venu de faire un débriefing sur ça, c'est une catastrophe, là. C'est la pire des catastrophes de l'humanité. Il n'y a rien eu de pire que ça. Donc, ce que ces guerres-là ou cette guerre-là vient envoyer comme message, c'est comme si cette guerre-là était une torpille dans l'idée d'un monde meilleur par le progrès. Ça vient torpiller cette idée-là. La Première Guerre avait torpillé l'idée aussi. Mais tu sais, on s'était peut-être dit, plus jamais la guerre, c'est un accident de parcours, on va apprendre, on va gérer, on va se créer une organisation qui s'appelle la Société des Nations, qui va agir un peu comme un gendarme diplomatique pour tenter si on veut, d'accommoder les peuples entre eux dans leurs difficultés, leurs tensions. On va éviter les carnages, grâce. Mais ce qu'on découvre en 1945, c'est que la Société des Nations a été d'aucun secours. Donc, la Société des Nations va perdre la vie et son existence dans cette guerre et elle va être changée. Quelque chose d'autre va prendre sa place, qui est les Nations Unies, et c'est également ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, en quelque sorte,
C'est comme si on entre ici dans un nouveau paradigme existentiel au niveau universel, qui est l'idée d'une gouvernance mondiale. Donc, appelez ça comme vous voulez, gouvernement mondial, nouvel ordre mondial, gouvernance mondiale, c'est la même chose. Certains craignent l'idée d'une gouvernance mondiale comme un événement futur. Je vais parler peut-être du grand reset un peu la semaine prochaine, mais je ne vais pas trop perdre de temps avec ça, là. Mais certains chrétiens voient ça comme un phénomène futuriste à l'image d'Apocalypse 13 et de la marque de la bête. Mais ce que bien des gens ignorent, c'est que le concept de gouvernance existe maintenant depuis 76 ans. C'est les Nations Unies qui l'incarnent. Et disons-le tout de suite, c'est en bonne partie un échec et pour des raisons qu'on va également expliquer. De toute façon. Donc, on est en route, en 45, là, on se met en route vers l'idée de la gouvernance mondiale. Que l'on soit pour ou contre l'idée d'une gouvernance mondiale, ça change rien dans le fait que les avancées techniques du progrès représentent le danger le plus important pour la survie de l'humanité. Ce que je veux dire ici, c'est qu'avant de dire que c'est une mauvaise idée, la gouvernance mondiale, parce que les chrétiens parlent contre un nouvel ordre mondial, et ça, tout en passant, j'appuie pas du tout l'idée d'un nouvel ordre mondial, mais je sais pourquoi je suis contre. Et c'est pas juste pour des raisons de rumeurs apocalyptiques. Il y a des raisons plus importantes que ça. Et là, je suis pas en train de dire que l'apocalypse, c'est pas important, mais je suis en train de dire que le montage et le collage d'idées que les chrétiens font, c'est avec une certaine fragilité, faiblesse, naïveté, des fois, me trouble. Donc, essayons de comprendre pourquoi des hommes et des femmes, et surtout des hommes, en 1945-46, se disent il faut créer une organisation, une institution supranationale pour contrôler les pays, les gouvernements. Maintenant, si vous étiez, vous, dans ce meeting-là, si au lendemain de la guerre, là, vous êtes en Europe, là, et que vous regardez les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, et qu'on vous charge de trouver une solution, et qu'on vous dit à vous et à d'autres, OK, pondez-nous une solution pour que ça arrive plus, ça. Qu'on puisse plus tuer un peuple comme le peuple juif et d'autres peuples, qui puissent plus avoir des Adolf Hitler. C'est quoi la solution à ça? Ben, c'était pas le statu quo, la solution. C'est-à-dire, c'était pas laissons les choses comme ça. À l'évidence, il fallait trouver des solutions. Et la solution qui est apparue, la plus évidente à toutes, qui est la meilleure idée dans le contexte où on est dans une humanité sans Christ qui veut sauver ce monde de la bêtise humaine, ben, l'idée d'une gouvernance mondiale, c'est absolument pas bête. Ça signifie pas qu'on appuie l'idée. Ça signifie qu'on comprend l'idée. On comprend que des hommes l'ont eu, cette idée, parce que après la Seconde Guerre mondiale, un des éléments prépondérants à l'urgence de créer une telle gouvernance mondiale, ben, c'est l'invention récente de l'arme atomique par les Américains, qui a été larguée sur Nagasaki et l'autre ville au Japon, je vais la nommer tout à l'heure, là, et qui a fait des centaines de milliers de morts. Et là, c'est comme s'il n'y a pas juste la guerre là, qui vient de finir et les 50 millions de victimes. C'est également que là, on est en possession d'armes excessivement dangereuses. Et là, on se dit, mais qui va contrôler ça? Oui, les Américains la possèdent, mais qui contrôle les Américains? Qu'est-ce qui les empêche d'envoyer ça ailleurs? Tu sais, dans un contexte de guerre froide avec la Russie, comment on organise ça? Même les Américains qui possèdent cette bombe, c'est eux les premiers qui pondent l'idée. Ben, il faut se donner un gouvernement mondial. Il faut se donner un nouvel ordre mondial. Donc, leurs intentions, elles sont pas antéchrist, elles sont pas démoniaques, elles sont tout ce que l'homme peut trouver de meilleure idée pour contrôler la bêtise humaine. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. J'aime rappeler encore ici que c'est comment l'homme tente par le bien qui lui vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comment l'homme essaie d'user d'une certaine bienveillance, malgré sa condition pécheresse, en vue de sauver
l'humanité de l'homme. Ça fait partie des grands fantasmes de l'humanité. Donc, ils sont pas démoniaques en disant on est méchant, on va créer un gouvernement mondial, on est en train de paver la voie à l'Antéchrist. Vous savez, cette espèce de programmation de même, ça se passe pas comme ça pour eux. Sont-ils séduits? Peut-être. Sont-ils dirigés par la main de Dieu? Peut-être. Très difficile de dire, mais ça reste que ce ne sont que des solutions d'hommes, à portée d'hommes, pour des problèmes d'hommes. Donc, commençons par voir ce problème-là de la manière suivante. Donc, je vous ai dit que l'arme atomique était l'affaire qui faisait peur à la fin de la Deuxième Guerre. Donc, en 1938, je compte rapidement l'histoire de la bombe atomique, là. En 1938, ce sont des chercheurs allemands, Otto Hahn et Fritz Strassmann, qui vont découvrir le principe de qu'on peut créer énormément d'énergie en bombardant des neutrons d'uranium et tout ça, avec de l'uranium enrichi, et obtenir avec ça de l'énergie d'une puissance qu'on soupçonnait pas avant. Donc, quand ces savants-là découvrent ça, ils vont commencer à se poser des questions sur est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça. C'est comme ça on venait de découvrir une nouvelle sorte d'énergie, mais qui est sans commune mesure avec les autres énergies qu'on connaît déjà. C'est extrêmement puissant, mais très sensible à contrôler. C'est dans ce contexte-là qu'en 1939, au moment où la Première Guerre éclate, Albert Einstein, qui lui est déjà exilé aux États-Unis, je crois qu'il est professeur à Princeton, l'université Princeton aux États-Unis, lui reçoit un appel de son ami Léo Szilard, un Hongrois, qui lui parle de cette découverte-là. Et aussitôt, Einstein, qui est aux États-Unis, dans un pays qui n'est pas en guerre, ici encore, va approcher le gouvernement américain, qui est Franklin Delano Roosevelt, il va lui parler de cette découverte-là, puis il va lui dire, il y a vraiment de la recherche à faire là-dessus, on vient de mettre la main sur une source d'énergie absolument terrible, c'est magistral comme découverte. Donc, il faudrait mobiliser des savants, puis faire de la recherche là-dessus aux États-Unis. Einstein n'a pas l'idée de faire des bombes, lui, là, c'est un pacifique, ce gars-là, comme bien d'autres savants aussi. Lui, il se dit, non, il n'a même pas à l'idée de faire des bombes. Pour lui, c'est de l'énergie. Alors, ils vont commencer à travailler là-dessus, ils vont mettre énormément de gens dans ça, mais ça va échapper assez rapidement à la bonne intention. En 1941, les États-Unis entrent en guerre. Vous savez pourquoi? Ils sont entrés en guerre parce qu'ils ont été attaqués à Pearl Harbor. Vous connaissez le film Pearl Harbor. Donc, dans le Pacifique Sud, là, aux États-Unis, il y avait des bases militaires à Pearl Harbor, vont être attaqués par surprise. Et suite à ça, ils vont créer, sous la gouverne de Delano Roosevelt, ils vont créer une unité de recherche qu'on va appeler le projet Manhattan. C'est un projet qui va être sous la direction militaire, secrète militaire, et on va prendre cette découverte-là de la fission nucléaire et on va dire on peut faire des bombes avec ça. Voyez-vous, c'est toujours encore là une découverte fantastique qui devient une bombe. On commence à travailler là-dessus en 1942 et le gouvernement américain veut se venger de Pearl Harbor et on commence à penser que la vengeance va s'opérer par une attaque comme celle-là. 3 ans plus tard, en 1945, au mois d'août, ce n'est plus... c'est Harry Truman, le président, n'hésitera pas à utiliser la bombe atomique contre le Japon. Il justifie les bombardements de Nagasaki et d'Hiroshima par le fait qu'ils permettront, dit-il, d'éviter un débarquement au Japon. Parce qu'on prépare le débarquement en Normandie, ici, là, vous vous souvenez, en France. Et là, les Américains ont un front au Japon aussi, un front de guerre. Fait qu'on fait-tu 2 débarquements? Et lui se dit, non, on en fait juste un, c'est en Europe. Pour les Japonais, on va aller tester notre bombe. Et il se dit, c'est peut-être la manière, il sait que c'est très meurtrier, il sait, mais il dit, c'est la moins pire, c'est la façon la moins meurtrière pour les citoyens américains. En d'autres mots, on lance une bombe, il n'y aura pas de guerre. Les Américains n'iront pas débarquer là-bas, ils ne se feront pas tuer. Donc,
à la suite de l'utilisation de l'arme nucléaire contre le Japon, ce que ça vient faire, ça marche. Écoutez, ça marche tellement, là, c'est effrayant. Centaines de milliers de morts. Une bombe nucléaire, c'est pas comme un missile qui met le feu, là, qui explose, là. Oui, ça explose, mais ça fait pas juste garocher de la roche, péter des vitres, puis tuer des vies comme ça. Ça fait fondre tout ce qui est pas en bois, là, pardon, tout ce qui est pas en pierre, pas en brique, ça fond. Je sais pas si vous voyez l'idée, là. C'est tellement puissant, là, que ça détruit pas. Vous savez, parce que durant la Deuxième Guerre, il y avait des centaines d'avions qui allaient garocher des missiles puis des bombes. Mais là, c'était dangereux faire ça parce que t'en lançais des milliers de bombes dans une journée. Ça en prenait des bombes pour détruire une ville. Puis tes avions se faisaient attaquer par des canons antiaériens. Donc, la bombe atomique, c'est bien plus simple. Une bombe, un avion en très très haute altitude, invoyable de terre, va lancer une bombe en bas. Puis les deux pilotes retournent à la base pour dîner. Puis c'est fini. Puis c'est tout. Ça a fait tellement de dégâts, cette affaire-là, que les savants, non, pas nécessairement ceux du projet Manhattan, là, mais des gars comme Albert Einstein et d'autres ont dit qu'ils se sont sentis mal. À la suite de l'utilisation de l'arme nucléaire contre le Japon, plusieurs scientifiques avaient travaillé, certains sur le projet Manhattan, mais d'autres sur la fission nucléaire, éprouvent de grands remords. Ils réalisent que leurs travaux sont maintenant récupérés pour la guerre. Ils sont donc eux-mêmes en partie responsables de la mort de centaines de milliers de personnes. Donc, quand ça arrive, là, puis que la Deuxième Guerre se termine la même année et qu'on se retrouve en Europe à réfléchir sur l'avenir du monde, vous comprenez pourquoi des gens se disent, ben là, il faut s'arranger pour qu'il n'y ait plus de guerre. Parce que là, on est devenu franchement trop dangereux, là. Vraiment trop dangereux. C'est ça qui est le problème. C'est vraiment ça. On sait que cette arme atomique, en plus, on le sait bien, si les Américains l'ont développée, on sait que les Russes vont se la donner aussi. Ils en ont des savants, les Russes. Donc, on sait bien que cette arme atomique sera reproduite dans les pays industrialisés qui possèdent tout le savoir scientifique nécessaire. Et qu'arrivé là, le monde ne sera plus jamais en sécurité. Et on sait à quel point il y a eu une prolifération de l'arme atomique par la suite, parce qu'on disait que les Américains et les Russes avaient une capacité nucléaire pour détruire 7 ou 8, 10 fois chacun la planète. Imaginez, là, toutes les bombes que les Américains possèdent, ils en ont 10 fois trop pour détruire la planète. Je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, là. Mais les Russes se sont donné la bombe atomique. Les Britanniques se sont donné. La France, l'Allemagne, je ne sais pas, ils ont eu une interdiction de développer, les autres, pendant un bout de temps. Israël possède la bombe atomique. La Chine, sans doute la Chine. Donc, il y a plein de pays dans le monde qui ont ça, là. Puis aujourd'hui, ben, les Nations Unies essayent de gérer ça en disant, il faut pas que Kim Jong-un en Corée du Nord, faut pas qu'il y ait la bombe atomique, parce qu'on sait que le gars, il est fêlé, solide, là, lui, là. Donc, comprenons que c'est ça, l'intention. Elle est pas malveillante. Humainement parlant, elle n'est pas malveillante. Elle s'inscrit dans une logique de gestion des affaires internationales en vue que de moins en moins de gens meurent sous la tutelle de fous qui possèdent des armes trop dangereuses. Mais en même temps, il y a une utopie dans tout ça. Pendant que les pays puissants se lancent dans une course aux armements, on se dit en même temps, il faut se donner une agence de calibre international capable de gérer et de contrer les dérives meurtrières de l'homme. C'est drôle. En fait, c'est peut-être tragique, excusez d'en rire. Regardez, les pays qui se fabriquent des bombes nucléaires, se construisent une agence qui est les Nations Unies pour gérer qu'on s'en serve pas. Mais pendant qu'on gère des mécanismes politiques pour pas s'en servir, on en fabrique de plus en plus. Parce qu'on se dit, on en a besoin, si on se fait attaquer, il faut se défendre. Et tous les pays qui sont autour de la table sont que les pays qui la possèdent et d'autres.
Ils se disent tous la même chose. Oui, on est ici pour faire la paix, pour faire en sorte que ces bombes-là ne servent pas, mais on trosse personne autour de la table, on s'en fabrique pareil. Donc, l'utopie, s'il en est une, c'est pendant que les dirigeants politiques du monde fabriquent des bombes atomiques, ces mêmes hommes vont se donner une agence pour empêcher qu'on les utilise. Excusez de rire, c'est ironique, c'est fou, c'est l'homme. C'est ça, notre humanité. Je vais revenir aux Nations Unies un peu plus loin. Cette période de l'histoire, on peut dire entre 1945 et les années 60, il y a un 15 ans ici, là, c'est aussi la période de l'histoire où arrivent en grande pompe toutes les technologies de l'électrification. Ça, c'était commencé 50 ans avant, mais ici, là, c'est l'arrivée là, de la radio, de la télévision, c'est la musique populaire, c'est Elvis Presley, là, c'est tout ça, là, c'est le rock and roll, c'est le monde du divertissement, et il se passe ça aussi. Et ce qu'on a tendance à penser, c'est que le monde moderne, qui avait commencé à peu près avec l'invention de l'imprimerie avec Gutenberg, environ 4 siècles avant, 4 ou 5 siècles, en 1500... 1400, 5 siècles avant, on pourrait dire ça, se termine là. C'est-à-dire que le monde moderne meurt avec la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi je dis ça? C'est que les horreurs des deux grandes guerres sonnent le glas de l'idéal d'un monde moderne construit sur le progrès. Les progrès sont indirectement responsables des pires carnages de l'histoire humaine. Notre monde tombe donc dans une autre période qui ne s'appellera plus le monde moderne, mais le monde postmoderne. Postmoderne veut dire le dépassement des idéaux du monde meilleur promis dans un monde moderne. Vous comprenez l'idée? Le monde moderne, c'est pas juste un monde d'invention, c'est un monde d'idées, c'est le monde du scientisme. Le scientisme, souvenez-vous, c'est l'idée que grâce à la science et au progrès, on va amener le monde dans une condition tellement meilleure. Sauf qu'on est dans un monde pire en 1945. Malgré que le progrès est là, ça a fait pire. Donc, l'idée profonde du modernisme meurt. Et là, on entre dans le postmoderne. Le post veut dire après le moderne. Donc, qu'est-ce qu'il y a après le moderne? Ben, c'est un monde postmoderne, puis le monde postmoderne, c'est le monde d'une certaine déprime. C'est-à-dire que notre monde tombe dans l'univers postmoderne qui est le dépassement du monde moderne. Les esprits les plus éclairés en Amérique, en Occident, en Europe, partout, le savent en 1945. C'est pas tout le monde qui réalise ça, mais les meilleurs esprits, là, scientifique, oui. Albert Einstein est complètement déprimé, puis plein d'autres, là. Mais les penseurs, les philosophes, les savants, même des religieux, plein de monde, se disent, ça marchera pas. On n'en fera pas de monde meilleur. C'est une utopie. Donc, l'idée d'un monde meilleur est une utopie, créée et nourrie par le progrès du scientisme du 19e siècle. Donc, mettez-vous dans la peau 5 minutes de ces gens-là, assis autour d'une table, à se dire, coudonc, ça a l'air que ça marche pas. Il n'y a rien à faire avec l'homme. Donc, il y a 2 grandes réactions qui vont suivre ce type de découragement-là. Donc, d'une part, le découragement va produire ce qu'on appelle une certaine démission. Francis Schaeffer, d'ailleurs, l'auteur chrétien, a écrit un ouvrage qui s'appelle La démission de la raison. Là, on est dans ça, là. Donc, on tombe dans un monde de drogue, de psychédélisme. Les hippies, après la guerre, c'est ça, c'est comme, on croit plus à la paix, on croit plus à la guerre, on croit plus en Dieu dans le monde postmoderne, on a abandonné Dieu, depuis un bout, là, d'ailleurs. Donc, puis on croit plus en l'homme. Donc, ni Dieu, ni homme. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on ne croit plus en rien? L'apôtre Paul donne un texte dans 1 Corinthiens 15-32, il va dire, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc, jouissons, amusons-nous. Et ça tombe bien parce que le divertissement, le cinéma, la télé, la musique, c'est en
plein développement juste après la guerre. Et là, les gens se lancent là-dedans. Société de consommation. Une voiture, c'est pas ça, on va en avoir deux. Puis là, on s'amuse. C'est ça qu'on fait. Puis on pense plus, on réfléchit plus. Généralement, les gens veulent juste avoir des bons salaires, un bon métier, puis passer leur vie. C'est également l'abandon d'une certaine moralité chrétienne. En d'autres mots, ben à quoi bon? À quoi bon se garder du mal? Pourquoi gérer ça tout le temps? Pourquoi combattre contre ses pulsions, ses instincts? Tu sais, j'allais dire, mangeons, buvons, baisons. C'est ça, là. C'est ça, l'après-guerre. C'est... les rébellions contre les parents, puis les valeurs parentales, puis tout ça, ça commence à se tasser. Donc, c'est le déclenchement d'un nouveau type de monde qui est le postmoderne, le monde postmoderne qui, lui, va avoir sa fin aussi. Dans notre époque à nous, on est entré dans le monde hyper moderne, qui est le dépassement du postmodernisme. Ça, on va voir ça à la dernière séance. Donc, je disais qu'il y avait deux grandes réactions, donc celle du découragement de la démission, puis l'autre réaction, ça va être l'idée d'un nouvel ordre mondial. Donc vous avez encore ici des politiciens, des penseurs qui se disent, pourquoi créer une institution politique? Pourquoi on ne donnerait pas une institution politique qui soit au-dessus des États nationaux, qui se donnerait les pouvoirs suffisamment forts pour imposer la paix à tous? Ça, c'est l'autre réaction. Les gens qui vont dire, non, on ira pas perdre de temps à s'amuser et à se divertir, là. Il y a un chaos à gérer. Ça, c'est les gens responsables qui se disent, hey, wow, on va faire quelque chose. On va encore essayer. Donc, c'est dans ce contexte très précis que des hommes vont se mettre au boulot. D'une part, les Nations Unies vont être le fruit de ça en 1945. C'est comme l'espoir non plus d'un monde meilleur. Là, on est plus dans on veut bâtir un monde meilleur avec les Nations Unies. On veut plutôt bâtir un monde moins pire. C'est fou, hein? Mais quand on lit les déclarations, et je vais vous en lire quelques-unes, déclarations des fondements des Nations Unies, on discerne dans leurs phrases que c'est le monde meilleur, et oui, il est là, mais c'est vraiment qu'on veut échapper au pire. Maintenant, le but du postmodernisme, c'est d'échapper, pour ceux qui veulent être responsables, échappons au pire. Donc, la naissance des Nations Unies, c'est une idée, il s'est fondé en 1945 officiellement, mais l'idée est sortie de la bouche du président Franklin Delano Roosevelt en 1942. C'est lui qui va réunir, la guerre est encore en cours en Allemagne, là, pas en Europe, mais lui va réunir 26 pays. 26 pays qui se sont engagés, qui sont contre l'axe du mal, qui est l'Allemagne et ses alliés, là. Mais tous les autres, la France, l'Angleterre, les États-Unis, même la Russie, font un axe contre l'Allemagne. Et eux se réunissent le 1er janvier 1942. Et puis, ils vont inventer cette expression. Roosevelt dit la FDN, là, qui était c'était l'autre organisation, là, j'oublie, là, qui a été créée en 1919, là. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était morte. C'est moi. La SDN, Société des Nations. Bon, voilà, ça me revient. Donc, Société des Nations qui n'a pas réussi, qui a échoué, ben, on se dit, on enterre ça, puis on crée l'ONU. L'ONU, ou, en français, les Nations Unies. Ça va se développer. Il faut falloir attendre le 24 octobre 1945, après la guerre, pour que ce soit officialisé. La guerre a fini le 2 septembre 1945. Donc, un mois et demi après, les Nations Unies sont créées. Donc, on avait travaillé pendant 3 ans là-dessus. 24 octobre, c'est la journée de ma fête, mais je n'étais pas né en 1945. Donc, à partir du printemps 1945, après la guerre, c'est 50 pays qui vont se joindre à une conférence qui a lieu à San Francisco. Et c'est là qu'on va élaborer tout le projet. Et c'est là qu'on va décider également que ça va être aux États-Unis, à New York, que va être construite la tour qui est encore là aujourd'hui des Nations Unies. Et tout ça se fait assez rapidement, entre 42 et 45. Et là, je vous lis rapidement quelques articles de la fondation, de cette fondation, de la Fondation des Nations Unies. Et c'est pour ça que vous allez remarquer le côté positif qui veut pallier à du négatif. En d'autres mots, le monde meilleur disparaît un petit peu ici dans les énoncés. C'est plutôt
comment se faire un monde moins pire possible. Donc, un des articles va dire on s'engage à préserver les générations futures des fléaux de la guerre qui, 2 fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé l'humanité indiciblement souffrante. On s'engage à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et les valeurs de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites. Ah, c'est des bonnes idées en passant. On ne peut pas dire on est contre ça. Pas contre ça, on est pour ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. On s'engage à créer des conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international. On s'engage à favoriser le progrès social, à instaurer de meilleures conditions de vie, une liberté plus grande pour tous. On s'engage à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage. On s'engage à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale. On s'engage à accepter les principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun. On s'engage à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples. Donc, c'est quelques-uns des articles, il y en a plein d'autres. En gros, les Nations unies est un engagement pour la paix et le progrès en vue d'un avenir moins pire. Et les pays qui sont à table, il y a la Russie puis les États-Unis qui, au lendemain de cet événement-là, tombent dans une guerre froide et construisent de plus en plus de bombes. Et à plusieurs reprises, on passe proche de la guerre nucléaire quand même. Je suis en train de vous dire que les Nations unies qui existent encore aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de bonnes choses aux Nations unies, mais ça commence de plus en plus à ressembler à l'histoire d'un échec. Un échec pour une raison que je vous dirai tout à l'heure selon ma lecture de la situation. Si vous allez dans Éphésiens 1, versets 4 à 10, on va comprendre que l'échec de ces organismes-là, puis quand je dis échec, je ne dis pas, je mesure mes mots en disant, il n'est pas à dire que rien de bon se fait. Moi, j'ai vu en Afrique, je voyageais beaucoup par là, dans des pays où il y a eu des génocides, comme au Rwanda, j'étais là en 1998, quelques années après le grand génocide. J'ai visité des sites génocidaires et j'ai été impressionné, moi, par le travail que des agences des Nations unies faisaient là-bas pour aider les gens sur le plan médical, sur le plan structurel, pour aider ces pays-là, ces peuples-là à se relever de ces terribles guerres-là. En d'autres mots, mon regard sur ces organismes-là, je le veux pas naïf. Je veux pas être juste un chrétien qui, de loin, dit du mal de tout ce qui se passe, sans connaître ce que ces gens-là font vraiment. Je me suis fait des amis chrétiens qui travaillent pour les Nations unies, qui, eux, vont vous en parler avec beaucoup de bienveillance. Donc, il y a cette idée d'une organisation qui essaye de militer en faveur de réduire les grands fléaux puis les grands chaos. Donc, il faut être capable de dire, bon, ben, gloire à Dieu pour les hommes bienveillants sur cette terre. Il y en a. Mais il y a également aussi, à travers, si on veut, le concept général, l'intention générale, ben, c'est que les Nations unies ont échoué à éviter le génocide rwandais. Ils auraient pu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé là, politiquement parlant, qui fait qu'ils n'ont pas voulu. Et ils auraient pu. Le général Dallaire, le général canadien, s'en est jamais remis de cette affaire-là. Et il y a plein d'autres choses qui se passent dans le monde encore aujourd'hui, des carnages, des génocides en Afrique. On entend parler du Soudan et de certains pays. Finalement, c'est comme il y a des blocages partout, il y a toutes sortes de consensus, puis de compromis. Donc, ça devient des organismes extrêmement complexes à gérer, où il faut l'accord de tout le monde, ou d'à peu près tout le monde, puis on l'a à peu près jamais. Donc, on voit bien que la gouvernance générale, et là, j'entends des chrétiens dire, oui, c'est pour ça que l'Antéchrist s'en vient prendre le contrôle de ça. Faites attention à ce que vous dites. Vous ne pouvez pas affirmer des choses dont vous n'êtes pas sûr, sinon que c'est juste le fruit de vos impressions qui viennent d'Apocalypse 13 selon une interprétation souvent douteuse des textes eschatologiques.
Ce que l'Écriture nous dit, elle explique probablement la raison pour laquelle il n'y a rien qui marche dans notre humanité, c'est que toute chose converge vers le gouvernement mondial, mais par le Christ. Dans la version sommaire, Éphésiens 1, 4 à 10 dit ceci. Écoutez, c'est une déclaration théologique et à la fois politique que celle-ci. Paul va dire, en lui, avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés et il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Texte classique, n'est-ce pas? Mais écoutez bien le reste. Verset 7. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il l'a répandue sur nous avec abondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Le secret, pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ. Mais quel est-il ce plan, verset 10, pour conduire les temps vers l'accomplissement? Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement de Christ. Il y aura un seul gouvernement de type universel et mondialiste qui va prendre l'autorité sur toute chose, et c'est le Christ. Et la garantie de cette gouvernance est déjà assurée par sa résurrection à la croix il y a 2000 ans. Les hommes peuvent bien rêver de paix universelle. Sans Christ, ils ne peuvent que rêver et tenter d'atteindre l'idéal d'une paix universelle. Mais cette promesse, au fond, n'a de réalité qu'en Jésus-Christ. Dans Éphésiens 2,16, 2, chapitre suivant, Éphésiens 2,16, Paul va oser encore une déclaration qui est à la fois de teneur théologique, mais aussi très politique. Pourquoi je dis politique? Mais parce qu'il parle de gouvernement de Christ, de gouvernance. Donc, il répète ceci, mais au sujet de la paix qui est recherchée par l'homme, Paul nous déclare maintenant qu'elle est accomplie, mais par Christ. Verset 16, il voulait aussi les réconcilier les uns avec les autres en parlant de juifs et païens, les uns avec Dieu, et les unir en un seul corps en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Ce que Paul est en train d'affirmer aussi, c'est que la seule paix qui va réellement s'installer avec pleine autorité, c'est la paix qui vient par l'œuvre de Jésus-Christ. Maintenant, tous ceux qui la refusent, cette paix-là, essaient de la produire dans ce monde par des organismes comme la Société des Nations, les Nations Unies. Et comme je vous dis, on peut observer tout à fait la bienveillance de ceux qui s'efforcent de faire quelque chose. Mais en même temps, on comprend que l'efficacité de ce qu'ils font va être modérée, va être modeste. Et comme la SDN a échoué, les Nations Unies pourraient éventuellement échouer également. Donc, c'est pour ça que je faisais un petit commentaire dans le préambule. Ne perdez pas votre temps à combattre ce qui, ici-bas, est déjà vaincu à la croix. Cherchez plutôt les choses en haut, là où le Christ est déjà Seigneur de cette nouvelle gouvernance mondiale, par lui et en lui. Donc, en d'autres mots, c'est ça un peu le message que je vous lance aujourd'hui. Arrêtez de frémir devant des expressions gouvernement mondial ou gouvernance mondiale ou nouvel ordre mondial. Je comprends pas que des chrétiens frémissent devant ça puis font tout un tabac avec ça. Ce ne sont que des tentatives humaines vouées à pas grand-chose et qui vont toutes, de toute façon, culminer vers la victoire finale du Christ. Victoire déjà gagnée, remportée, mais manifestée à son prochain retour. Cela dit, il existe dans ce monde ce qu'on appellerait, ce que je vais appeler un prophétisme séculier. Là, on change de sujet. 1945. 1945, comme je l'ai déjà dit, il y a une déprime.
il y a une démission de la raison de certains, et de la part de d'autres, il y a faisons un ordre mondial nouveau. Ça, c'est les réactions, je l'ai déjà expliqué. Mais à travers tout ce monde-là, il y a des hommes qui, sans être croyants, vont percevoir, vont anticiper d'une manière surprenante les dérapages potentiels d'un tel gouvernement mondial. En d'autres mots, c'est pas très long que des hommes allument. Il y en a trois, il y en a plein d'autres, mais je vais vous parler de trois. Il y a George Orwell, il y a Jacques Ellul, puis il y a Aldous Huxley. Huxley, lui, sa réaction vient en 1932, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, mais il est dans le même monde qu'eux, là, il est dans le même genre d'ambiance. La Première Guerre vient de faire des carnages. Lui, là, il est très perspicace dans ce qu'il sent. Aldous Huxley, qui est un francophile, soit dit en passant, c'est un Britannique, parlait très très bien français, a passé une partie de sa vie en France aussi, là, puis aux États-Unis. Il y a George Orwell, le second, en 1948, va écrire un livre qui s'appelle 1984, et Jacques Ellul, disciple en quelque sorte ou influencé par George Orwell, va écrire un livre en 1976-77, qui s'appelle La Société technicienne. Donc, laissez-moi rapidement vous parler de ces trois hommes-là que je considère être en quelque sorte des prophètes. Pas au sens biblique du terme, mais comme c'est arrivé dans l'histoire, des hommes avec une intelligence et une perspicacité qui leur a permis d'être capables d'anticiper ce qui allait venir dans les années suivantes. Donc, George Orwell, dans 1984, c'est le titre du livre, va être considéré par plusieurs comme l'un des plus grands écrivains politiques du 20e siècle. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a imaginé un monde totalitaire où régnerait une police de la pensée, un système de surveillance. Et c'est de lui qu'on tient le mot Big Brothers, l'expression Big Brothers, parce que dans son ouvrage 1984, il va continuellement s'amuser à dire Big Brother vous regarde. Donc, il va parler dans son livre, si jamais vous voulez le trouver, il se trouve gratuitement sur Internet, ce livre-là. Donc, lui, Orwell, bien avant le temps, il sent où est-ce que ça s'en va peut-être. Donc, il écrit ce livre-là, puis il décrit le monde futur avec la gouvernance mondiale, les droits limités, la pensée des hommes est complètement appauvrie, donc, et Big Brothers qui surveillent tout le monde, donc un monde assez totalitaire. Donc, lui, il écrit un roman. C'est un roman qu'il écrit, c'est une fiction. Plus tard, il va dire, j'y croyais pas vraiment, c'était juste un roman que j'écrivais, mais c'était un roman qui était issu de certaines perceptions sensibles que l'homme avait. Donc, il y a lui, d'abord, George Orwell. C'est pour ça que certains vont dire, aujourd'hui, on est dans un monde orwellien. Si vous voulez savoir pourquoi on dit un monde orwellien, ben, allez lire l'ouvrage de George Orwell, 1984, vous allez vraiment comprendre pourquoi. Jacques Ellul, lui, c'est un Français, lui, c'est un chrétien protestant, quand même attaché à la foi chrétienne, assez sérieusement. Orwell, lui, c'est un Britannique en passant, il est né en Inde, si ma mémoire est bonne. George Orwell n'est pas son vrai nom. Son nom de famille, c'est Monsieur Blair, B-L-A-I-R, mais je me souviens plus de son petit nom, là. Et lui, Orwell, était un peu versé dans les religions indiennes, l'hindouisme, il tripait sur des affaires. C'était un gars qui a fumé du gros stock là-bas avec du yoga, puis c'est un bizarroïde, George Orwell. Jacques Ellul, lui, peut-être fondamentalement beaucoup plus, quand même, scientifiquement sérieux. C'est un juriste, c'est un théologien protestant. Il y avait 2-3 autres diplômes. Je pense qu'il n'était pas médecin ou psychanalyste, ou en tout cas, Ellul, c'est vraiment un des grands génies du 20e siècle. Et lui, après la guerre, c'est la même lecture qu'il fait. D'abord, il tripe sur Orwell, qu'il trouve vraiment perspicace. Et lui, Ellul s'intéresse plus à la technique, au monde des techniciens. Lui, il voit bien que le monde qui s'en vient après lui, ça sera plus...
on sera plus des hommes et des femmes qui connaissent plein de choses, mais on va devenir des hyper spécialisés. Donc, un homme passe sa vie à étudier une simple chose en vue de servir le monde par cette seule chose qu'il connaît. Donc, le monde technicien. Et il se dit, ça, là, c'est redoutable. Et c'est vrai, on ne sait même plus se faire un jardin. On ne sait plus réparer nos voitures. On ne sait plus... La seule chose qu'on sait faire, là, c'est aller gagner notre vie là, par un moyen technicien qu'on a développé. On est expert de quelque chose. Notre patron nous donne un salaire parce qu'on sait faire ça. Puis tout ce qu'on peut faire avec ça, c'est aller s'acheter de la bouffe à l'épicerie, transformer ça en repas. Et le reste, là, ça nous échappe. Comment fonctionnent nos ordis, nos télés, nos autos, nos affaires? Comment on pourrait manger s'il n'y avait pas une épicerie sur le coin? On ne le sait pas. Et c'est ça que Jacques Ellul a senti qui s'en venait sur le monde. Et il s'est dit, ça nous éloigne de nos ancêtres qui, eux, étaient capables de survivre seuls face à toutes sortes de périls. Ils savaient beaucoup de choses. Ils en savaient moins épais de choses, mais ils en savaient plus large. Donc, il va dire, la technique pour Ellul est le facteur déterminant de la société du futur, plus que le politique et même l'économique. La technique n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle est ambivalente. Elle s'auto-accroît en suivant sa propre logique. Elle piétine la démocratie. Elle épuise les ressources naturelles. La technique uniformise les civilisations, c'est-à-dire qu'elle les rend tous semblables. Elle a des effets imprévisibles. Elle rend l'avenir impensable. Grâce à l'informatique, la technique a changé la nature. Elle forme à l'intérieur de la société un système technicien. L'informatique, en unifiant tous les systèmes téléphoniques, aériens, production et distribution d'énergie, lui a permis de devenir un tout organisé, lequel vit à l'intérieur de la société, la modèle, l'utilise, la transforme. Mais ce système qui s'auto-engendre est aveugle. Il ne sait pas où il va. Il ne se corrige pas de ses propres erreurs. C'est génial d'avoir pondu, d'avoir perçu ça. Donc, un peu comme Orwell, c'est pour ça qu'on dit que c'est des genres de prophètes séculiers. C'est des gens qui sont capables de dire « Voici où le monde semble s'en aller ». J'arrive maintenant au troisième qui est Aldous Huxley. Aldous Huxley. Mais on ne peut pas parler de Aldous Huxley sans parler du père, de son père, Thomas Henry Huxley, et de son frère moins connu, mais homme de grands impacts dans le 20e siècle, Julian Huxley. En fait, je suis peut-être en train de vous dire que les frères Huxley, qui ne sont pas si connus que ça, sont deux des hommes les plus influents du 20e siècle. Thomas Henry Huxley, qui était le père, est un biologiste britannique, grand admirateur de Charles Darwin. Il a vécu un peu après Darwin, mais est tombé dans la soupe de la théorie de l'évolution, a littéralement adopté cette conception de l'univers, de l'origine de l'homme et de la vie, et lui va instruire ses plusieurs fils, ses nombreux fils, dans cette théorie-là. Deux de ses fils vont devenir très, très célèbres. Mais dans des domaines complètement différents. Julian, un savant, Aldous, un écrivain. Et ce qui est étonnant, c'est que ces deux hommes-là vont vulgariser sur les mêmes choses, mais avec un précipice d'idées entre les deux. En d'autres mots, on comprend que probablement qu'ils s'entendent bien, j'en ai aucune idée, mais on voit bien que les deux hommes ne pensent pas de la même façon. Mais pas du tout. Donc, Julian Huxley, lui, biologiste britannique, comme son père, théoricien de l'eugénisme. Vous vous souvenez, l'eugénisme, Francis Galton a inventé le mot en 1883. C'était le contrôle des naissances, de ne pas permettre à des enfants malades de naître, de toute la gestion du patrimoine humain, la sélection artificielle, donc l'eugénisme. L'eugénisme. Donc lui, c'est un théoricien de l'eugénisme. Il va être un auteur de beaucoup d'ouvrages scientifiques. On parle de lui comme un internationaliste, connu pour ses livres
ses livres sur la science, et lui va être le premier président ou directeur ou secrétaire général de l'UNESCO. Qu'est-ce que l'UNESCO? L'UNESCO, c'est une agence des Nations Unies. Donc, l'UNESCO est créée en 1945 et dans l'année qui vient, on crée une agence qui est l'UNESCO qui, elle, va s'occuper de gérer toute la question de la science, des apprentissages, du patrimoine mondial. Et l'UNESCO, ça peut paraître comme une agence, une bonne affaire que les Nations Unies veulent faire, mais c'est probablement de toutes les agences de l'UNESCO, celle qui m'apparaît le plus redoutable, épeurante même. Et je vais vous lire 2-3 textes de cette agence, alors vous allez comprendre pourquoi. Donc, il y a donc lui qui veut changer le monde par des politiques onusiennes. Et vous avez son frère Aldous qui, lui, va écrire un ouvrage en 1932 qui s'appelle Brave New World, ou en français connu sous le meilleur des mondes. Encore là, si vous voulez trouver, ça se trouve gratuitement, là, sinon pas cher, dans une librairie usagée, c'est des classiques. Et donc, les deux frères sont célèbres, mais pour des raisons différentes. En ce que les deux ne partagent pas le même optimisme sur l'avenir de l'humanité. Si Julian considère la science et l'eugénisme comme des forces pour un avenir meilleur, parce que lui croit à un avenir meilleur, Julian, Aldous, son frère, lui, redoute cette intention et publie un livre qu'on appelle une fiction dystopique. Je vous explique dans pas long ce que ça veut dire. Dans son livre, cette fiction dystopique, dans laquelle il anticipe un monde futur sombre, mécanisé par un eugénisme maladif et contrôlant. En d'autres mots, il écrit un livre qui dénonce ce que son frère a l'intention de faire. Et son frère crée une agence, les Nations Unies, qui contredit ce que Aldous avait écrit dans ce fameux livre en 1932, Le meilleur des mondes. Donc, qu'est-ce que c'est une dystopie? C'est un récit de fiction qui dépeint une société imaginaire organisée de telle façon qu'il est impossible de lui échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et sans contrainte sur les citoyens qui ne peuvent plus, qui perdent tout droit et tout libre arbitre. Là, en écoutant ça, il y en a qui vont dire « Ah, c'est ça qui se passe en ce moment avec le masque puis le vaccin. » Non. Lisez le livre, vous allez voir que c'est une toute autre affaire. Donc, évidemment, on comprend que Aldous, à la différence de Julian, lui, n'est pas un fan de mondialisation, mais un genre de prophète qui imagine et dénonce les dérapages potentiels. Donc, dans son livre, Brave New World, ou Le meilleur des mondes, dans cette société future, tous les enfants sont conçus dans des éprouvettes. Ils sont génétiquement conditionnés pour appartenir à des catégories, 5 catégories d'humains, allant du plus brillant au plus stupide. On parle des alphas, les bêtas, les gammas, les deltas et les epsilons. Donc, c'est 5 catégories d'humains. Et dans Le meilleur des mondes, décrit aussi ce qui serait une dictature parfaite, une dictature qui aurait les apparences d'une démocratie, mais qui serait une prison sans mur, dont les prisonniers ne songeraient même plus à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour, aimeraient leur servitude. Le monde dépeint dans ce livre, dans le livre, présente une société supposément parfaite où le simple fait de ne pas être heureux serait considéré comme une maladie grave. Les humains sont ordonnés en castes d'aptitudes strictement délimitées. Puis là, je pourrais vous donner plein d'autres descriptions du livre Brave New World. Mais voyez-vous, lui, il imagine ça. Mais quand il écrit ça, il croit pas que le monde s'en va directement vers là. C'est juste une espèce de flair qu'il a, voyant son frère puis d'autres qui sont en train de vouloir bâtir un monde meilleur, puis il comprend que un nouvel ordre mondial, il est probablement conscient que c'est ça la solution, mais en même temps, il se dit « Ouais, mais ça va déraper cette affaire-là, parce que pour que ça marche, il va falloir que l'autorité supérieure ait vraiment des griffes pour tenir tout ce monde-là. » Ça, il écrit ça en 1932. En 1958, 58, c'est quoi ça? 25 ans plus tard à peu près, il va publier un essai qui va s'appeler « Retour au meilleur des mondes ». Et dans ce livre-là, Huxley revient sur une... Bon, qu'est-ce qu'il dit dans ce retour-là? Il constate que ce qu'il avait vu, pensé comme une pure imagination de sa part, est en train de se réaliser.
C'est comme dire, le gars, il a décrit quelque chose par une fiction, par un flair fictionnel, et qu'en 58, il dit, ben, là, les Nations Unies existent, je regarde où est-ce que ça s'en va. Il décrit, écoutez bien, il décrit celles de prédictions qui ont pris forme sous ses yeux au cours des 3 décennies qui viennent de passer. Le meilleur des mondes. Alors qu'en 31, il pensait que ce qu'il avait imaginé n'adviendrait pas de son vivant, ni même du vivant de ses petits-enfants, force est pour lui de reconnaître qu'il était davantage dans la prémonition que dans la contre-utopie. Et ainsi de suite. Donc, il va se rendre compte, en 58, que ça commence à ressembler à ça. Évidemment, si vous lisez The Brave New World, ça ne ressemble pas à notre monde aujourd'hui, mais on sent l'intention de plus en plus contrôlante d'aller vers ça. Et je fais juste un bémol, c'est pas le vaccin de la COVID-19 qui nous mène à ça, là. C'est vraiment tout autre chose, mais c'est une perception que beaucoup ont, que moi j'ai aussi, soit dit en passant, parce qu'on voit bien que le monde va devenir de plus en plus totalitaire. Ça, c'est le monde de Aldous Huxley. Je termine ce cours dans les 7-8 prochaines minutes en vous parlant de Julian Huxley, son frère. Je vous ai dit que c'est un biologiste, un grand scientifique, un internationaliste reconnu pour ses nombreux livres, un darwinien, un évolutionniste. Donc, lui va être nommé à la tête comme premier secrétaire de l'UNESCO en 1946. Et, tu sais, l'UNESCO, pour nous, là, c'est souvent, on entend surtout parler de cet organisme-là pour la préservation des sites patrimoniaux, sites historiques, les réserves naturelles, les sites religieux, historiques qui ont une grande valeur patrimoniale. Bref, il y a de ça. Il y a des quartiers, même à Québec, la ville de Québec, il y a des parties de la ville qui sont classées patrimoniales par l'UNESCO, par exemple. Donc, l'UNESCO fait dans ce genre de préservation-là, mais l'UNESCO est aussi responsable du développement de la science, de la culture, dans le monde de l'éducation. En d'autres mots, c'est l'UNESCO qui amène les programmes scolaires, non pas les programmes scolaires qu'on a au Québec, en Angleterre, en France, aux États-Unis, sont pas tous identiques, mais sont tous inspirés d'une matrice qui, elle, provient de l'UNESCO. C'est à travers l'UNESCO, par exemple, que le cours éthique et culture religieuse de 2009 au Québec, ici, là, est sorti. C'est un agent des services canadiens de renseignement qui, presque secrètement, m'a informé de regarder de côté de l'UNESCO à l'époque, si je voulais. C'est un homme qui s'est rendu compte que je faisais beaucoup de recherches là-dessus, qui m'a contacté pour me dire, je peux pas te dire où trouver, je peux pas te dire ce que tu cherches, j'ai pas le droit, mais je peux te dire où le trouver. Puis il dit, fouille dans l'UNESCO, et quand j'ai ouvert la filière de l'UNESCO, c'est là que j'ai vu que l'UNESCO, c'est beaucoup plus que de la préservation patrimoniale. C'est l'Agence des Nations Unies qui est probablement la plus hyper contrôlante, parce qu'elle s'intéresse pas aux questions politiques comme l'ONU, elle, c'est aux questions des idées philosophiques sous-jacentes, des questions religieuses, l'éducation des enfants. Donc, lui, Julian Huxley, qui en est le premier secrétaire, a créé un document qui s'appelle l'UNESCO, ses buts et sa philosophie, et je vais penser de mettre le lien dans la suite des commentaires, autant sur Facebook que sur YouTube, le lien où vous pouvez lire ce document-là. Donc, lui va dire, c'est lui qui va écrire ce fameux texte en 46, il va dire, concernant l'UNESCO, ses buts se trouvent définis de manière plus complète dans la convention de l'UNESCO dont le préambule commence par les nobles paroles de M. Attlee. M. Attlee, c'est un penseur britannique là, de la même époque. Voici ce qu'il a dit. Les guerres prenaient naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. C'est une phrase très importante. La guerre prenant naissance dans l'esprit des hommes, ben, c'est comme s'il disait l'UNESCO va agir dans l'esprit des hommes pour élever la paix. Il est en train de dire qu'on va maintenant saisir les enfants au plus bon âge, le plus bas âge possible, pour les instruire d'une telle façon qu'on va les soustraire à l'influence parentale et à leurs croyances,
pour les amener dans un monde différent, qui est un monde de paix. Donc l'UNESCO veut littéralement faire ce qu'on appelle en éducation du constructivisme, hein, du socio-constructivisme. Donc, instruire les enfants, un petit Chinois, un Canadien, un Français, un Allemand, un Russe, tous ceux qui prennent ce matériel-là de l'UNESCO et qui en font des programmes scolaires vont aboutir aux mêmes idées. On insiste ensuite dans ce préambule sur les dangers de l'ignorance. L'incompréhension mutuelle des peuples a toujours été au cours de l'histoire à l'origine de la suspicion, de la méfiance entre les nations, par où leurs désaccords ont trop souvent dégénéré en guerre. Donc, se dit-il, maintenant, il va falloir agir dans l'esprit des hommes pour éviter ça. Il va dire, il semble, à la page 7 et 8 de ce document, il semble que l'UNESCO ne puisse adopter non plus une conception fondée exclusivement ou essentiellement sur des croyances autres ou à une autre vie. Donc ici, il va dire, l'UNESCO rejette tout concept religieux d'une autre vie. Il n'y a de vie que ici-bas. Il va dire à la page 8, sa conception philosophique devra donc être, semble-t-il, une sorte d'humanisme, mais cet humanisme devrait de plus être un humanisme mondial, c'est-à-dire qu'il devrait s'efforcer d'unir tous les peuples du monde. Ce doit être également un humanisme scientifique, étant donné que les applications de la science fournissent à la culture humaine la plupart de ses fondements matériels, qu'il faut lier étroitement la pratique de la connaissance de la science à celle de l'activité humaine. Donc, il dit essentiellement, notre monde va devoir devenir un monde appuyé sur des thèses scientifiques, d'hors les religions. Enfin, ce doit être un humaniste de type évolutionniste et darwinien, non pas statique ni idéal. Il est essentiel que l'UNESCO aborde tous les problèmes d'un point de vue évolutionniste, sinon sa philosophie sera fausse et son humanisme partial, voire trompeur. En quelque sorte, il est un darwinien et il décide, lui, que les Nations Unies et l'UNESCO seront des organismes, des tracteurs darwiniens. Elle nous montre enfin qu'il appartient qu'à l'homme de faire de nouveaux progrès dans l'évolution et elle nous offre des enseignements précieux sur la voie qu'il doit éviter et celle qu'il doit suivre pour réaliser le progrès. Donc, lui relance le concept du progrès à travers une vision darwinienne. Et je vous lis un dernier bout de texte à la page 23 de ce document, Ses buts et sa philosophie. À l'heure actuelle, et ça c'est peut-être la déclaration la plus forte du document, il dit à l'heure actuelle, il est probable que l'effet indirect de la civilisation, loin de favoriser l'eugénisme, ça c'est en 46, là. Il dit en 46, l'eugénisme ça passe pas. Il dit loin de favoriser l'eugénisme, lui est contraire, et de toute façon, il semble vraisemblable que le poids mort de la stupidité génétique, de la débilité physique, de l'instabilité mentale et de la tendance aux maladies qui existent déjà dans l'espèce humaine s'avérera un fardeau trop lourd pour permettre la réalisation de progrès réels. Il est en train de dire qu'il y a du bois mort et qu'il va falloir s'en débarrasser si on veut que l'avenir du monde suivre un progrès réel. Il dit aussi bien qu'il soit indéniable que tout programme radical d'eugénisme sera politiquement et psychologiquement impossible pendant de nombreuses années encore, mais il est extrêmement important pour l'UNESCO de s'assurer que le problème eugénique soit étudié avec le plus grand soin et que l'opinion publique soit informée de tout ce qui ça met en jeu de manière à ce que ce qui est maintenant inconcevable en 1946 puisse au moins devenir concevable dans un avenir plus ou moins lointain. Donc, le premier document qu'a fondé l'UNESCO et son premier secrétaire général, Julian Huxley, a écrit quelque chose qui décrivait en quelque sorte ce que son frère dénonçait. L'eugénisme, le contrôle des naissances par des moyens médicaux et philosophiques tirés de la théorie de l'évolution. C'est quand même assez terrible de voir que en 1945, on était foudroyé par la folie d'Hitler qui pratiquait un eugénisme très, très violent et que celui qui va dénoncer Hitler et qui va relancer l'UNESCO a des idées très semblables.
Mais lui va être capable de passer ses idées, pas par une forme de violence articulée, mais par des idées politiques qu'il va faire avancer. Et on peut dire à M. Huxley qu'il a en quelque sorte réussi en beaucoup de points, puisqu'en des années 70, en Occident, on a légalisé l'avortement, et que dans les années 2010, on a légalisé l'euthanasie, et que ce sont des manœuvres qui suivent les dérives de l'UNESCO. En conclusion maintenant, parce que si on se laisse là-dessus, vous allez dire, c'est déprimant, on est dans quel monde? Ça va vraiment mal, il faut faire de quoi? Écoutez, à partir du moment où on est croyant, on va se rappeler que le Seigneur Jésus-Christ a déjà établi les conditions de sa gouvernance. De la même façon que Paul n'a pas essayé d'empêcher le gouvernement romain d'être le gouvernement romain, et que Daniel le prophète n'a pas essayé d'empêcher le gouvernement babylonien d'être le gouvernement babylonien avec toutes les folies, on sait que toutes choses ont une fin, et que quelles que soient les intentions de ceux qui décident et qui croient vouloir aider l'humanité à survivre, peu importe leur niveau de folie, peu importe leur niveau de sagesse, peu importe qui ils sont, c'est que la victoire est déjà pleinement acquise en Christ. Donc, la paix, la joie nous vient de Dieu, et de toute façon, les choses, comme dit Paul en Éphésiens 10, vont se terminer par l'établissement d'une gouvernance, celle de Christ. Merci, Père, de bénir cette leçon ce soir. Merci de bénir chaque personne qui l'entend. Et Seigneur, on ne se parle pas de ça pour s'affoler et pour s'inquiéter. On veut juste comprendre le monde dans lequel on est afin de mieux le rejoindre. Pour le reste, Seigneur, on se confie pleinement en ta gouvernance à toi, Seigneur, ta pleine souveraineté, puisque toutes ces choses qui arrivent sont permises de telle sorte que tu puisses te glorifier au bout de la chose, que quoi qu'arrive, Seigneur, tu es déjà vainqueur. Amen. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour la suite de ce cours. D'ici là, portez-vous bien.